L'Amérique n'a pas seulement envoyé quelques navires pour maintenir la stabilité dans les Caraïbes. Non. Cette fois, Washington a sorti l'artillerie lourde, bâtiments de guerre, sous-marins, avions de surveillance, tout un déploiement digne d'un début d'opération majeure. Officiellement, l'objectif serait de neutraliser les cartels latino-américains. Mais soyons honnêtes, personne n'avale vraiment cette explication sans hausser un sourcil. Pendant ce temps, à Caracas, Nicolás Maduro répond, avec un ton qui rappelle les grandes heures de la guerre froide. Selon lui, si un seul obus américain touche la terre vénézuélienne, son pays se transformera immédiatement en nation en armes. En clair, attaquez-nous et ce sera la guerre totale. Résultat, en quelques jours, la région passe d'atmosphère chaude à ébullition stratégique. Et ce qui rend la situation encore plus inquiétante, c'est que l'administration américaine n'est pas en train de bluffer. Au contraire, elle augmente encore le nombre d'unités navales présentes dans la zone. Pour une simple lutte anti-drogue, l'opération paraît étrangement disproportionnée. 7 navires de guerre, environ 4500 soldats, et parmi eux, 2200 marines, la crème de l'infanterie américaine. D'ordinaire, ces marines sont appelées quand un conflit sérieux se prépare, pas pour traquer quelques laboratoires clandestins. L'armada ne s'arrête pas là. 3 destroyers équipés de missiles guidés, un sous-marin d'attaque nucléaire et un avion P-8 Poseidon, conçu pour la guerre maritime. Alors, question simple, pourquoi déployer une machine militaire de ce calibre pour pourchasser des réseaux criminels? Et question inverse, si Washington envisageait réellement d'envahir le Venezuela, ce contingent serait encore trop faible. Une vraie opération de renversement nécessiterait des centaines de milliers de soldats, des dizaines d'escadrons et une logistique titanesque, ni trop petit, ni trop grand. Un déploiement calibré pour faire peur, pas pour lancer une invasion. C'est ce que pensent plusieurs analystes militaires. Selon eux, Washington joue une carte psychologique, espérant forcer Caracas à des concessions politiques en faisant trembler le pouvoir, mais sans tirer le premier coup de feu. Problème, Maduro n'a jamais été du genre à plier parce qu'un porte-avions s'approche un peu trop près. Et c'est là que le rapport de force paraît totalement déséquilibré. Le budget militaire américain tutoie les 1000 milliards de dollars, tandis que celui du Venezuela dépasse à peine 4 milliards. Les États-Unis comptent 1,3 million de soldats actifs, le Venezuela environ 120 000. En termes de technologie, de mobilité et de capacité mondiale, Washington écrase tout. Sur le papier, un affrontement frontal serait une catastrophe instantanée pour Caracas. Mais c'est précisément parce qu'il ne peut pas rivaliser dans une guerre classique que Maduro a un plan complètement différent. Transformer chaque ville, chaque village, et chaque rue en champ de bataille défensif. Un pays entier transformé en forteresse humaine. Le président vénézuélien accuse d'ailleurs Washington de revenir à la diplomatie des canonnières, une politique d'intimidation musclée. Et il jure que son peuple se battra jusqu'au dernier souffle. L'étonnant, c'est que cette rhétorique est suivie d'actes. Des milliers de civils rejoignent les milices populaires. Fin août, Caracas a vu défiler des vagues de volontaires prêts à s'entraîner pour devenir une armée parallèle en cas d'invasion. De son côté, le ministère de la Défense vénézuélien annonce le déploiement de navires supplémentaires dans la mer des Caraïbes. Des drones de combat, fournis en partie par des partenaires étrangers, sont mis en alerte. Les troupes frontalières sont envoyées dans les zones sensibles comme si un compte à rebours invisible avait déjà commencé. Ce qui met encore plus d'huile sur le feu, c'est la réaction des pays voisins. Maduro appelle ouvertement à une alliance militaire avec la Colombie et, contre toute attente, le président colombien Gustavo Petro lui répond avec une fermeté inattendue. Toute attaque contre le Venezuela serait interprétée comme une agression contre la Colombie elle-même. Immédiatement, les deux pays massent ensemble 25 000 soldats le long de leurs frontières communes. Si Washington pensait à une opération propre et limitée, ce scénario vient de s'effondrer. Parce que toute action militaire contre le Venezuela pourrait rapidement dégénérer en conflit régional, voire en conflagration internationale. Car Maduro n'est pas réellement isolé. 3 puissances majeures observent la situation avec intérêt, et elles n'ont aucune intention de laisser les États-Unis remodeler la carte du continent. La Chine, la Russie et l'Iran. Lorsque ces trois-là se coordonnent, le jeu n'est plus le même. Caracas le sait très bien. Affronter l'Amérique seule, ce serait un suicide politique et militaire. Mais avec ces 3 alliés, la donne change complètement. La Chine, pour commencer, soutient depuis longtemps la stabilité politique du Venezuela. Xi Jinping l'a affirmé publiquement à plusieurs reprises. Et pour appuyer ce soutien, Pékin propose aujourd'hui des équipements de pointe, notamment les fameux J-10C, des chasseurs modernes capables de menacer la suprématie aérienne américaine dans la région. En échange, Caracas pourrait fournir des quantités massives de pétrole brut. Un deal gagnant-gagnant. La Chine sécurise son énergie.
Le Venezuela modernise son armée. Cela ne date pas d'hier. Depuis l'époque d'Hugo Chavez, la Chine a vendu radars, avions d'entraînement et équipements militaires pour plus de 600 millions de dollars. Elle a aussi envoyé des conseillers pour former des unités vénézuéliennes. Puis vient la Russie, acteur traditionnel de la défense vénézuélienne. Les systèmes S-300VM, installés autour des points stratégiques du pays, proviennent de Moscou. On parle aussi de spécialistes russes présents discrètement sur le terrain pour aider Caracas à adapter une stratégie hybride, mélange de défense anti-aérienne et de guérilla. Pour Moscou, le Venezuela est plus qu'un simple client. C'est un pied géopolitique dans la cour arrière de Washington. Et enfin, il y a l'Iran, probablement le plus agressif politiquement dans son soutien. Téhéran l'affirme sans détour. Si les États-Unis tentent d'écraser le Venezuela, ils trouveront l'Iran sur leur route. Et cette déclaration n'est pas que symbolique. Plusieurs drones vénézuéliens, comme les Shahid 129 et Mohajer 6, sont directement issus de la technologie iranienne. Ces appareils seraient déjà déployés sur différentes bases militaires, prêts à intervenir si la situation dégénère. À ce stade, l'équation est simple. Ce n'est plus seulement le Venezuela contre les États-Unis. C'est une possible confrontation entre Washington et un axe émergent composé de 3 puissances déterminées à contester son influence mondiale. Pour les stratèges américains, c'est un cauchemar, parce que le moindre faux pas peut transformer un incident local en explosion globale. Et si la région des Caraïbes devient le théâtre de ce type de rivalité, ce serait la crise la plus dangereuse qu'ait connue l'hémisphère occidental depuis la crise des missiles de Cuba. Alors, la question se pose, qui acceptera de reculer le premier ? Est-ce l'Amérique, consciente que s'enfermer dans un deuxième front alors qu'elle est déjà engagée ailleurs, serait risqué ? Ou est-ce le bloc de soutien à Maduro, persuadé que l'heure est venue de tester la détermination américaine ? Et derrière cette bataille d'influence se cache une interrogation encore plus vaste. Le Venezuela n'est-il qu'un symbole de résistance latino-américain ? Ou pourrait-il devenir l'étendard d'un nouveau Sud global, prêt à s'opposer frontalement à l'ordre occidental ? Car si ce face-à-face s'envenime, la planète pourrait bien assister à l'ouverture d'un chapitre, totalement inédit dans la lutte pour le pouvoir mondial.